Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur NB Patrimoine Historique pour ce nouvel épisode d'Histoire d'Histoire dans lequel je vous raconte des anecdotes, des découvertes faites lors de mes recherches historiques. Comme vous le savez peut-être maintenant, j'effectue des recherches historiques à titre professionnel. Ce qui intéresse mes clients, c'est évidemment l'histoire, les anecdotes, ce qui s'est passé dans ces lieux. Et donc je m'intéresse à la généalogie, la biographie des personnes qui ont fait le lieu. Voici leur histoire. C'était il y a 3 ans maintenant, les propriétaires d'une maison à Varengeville-sur-Mer, à côté de Dieppe en Seine-Maritime, m'avaient passé commande de recherche historique pour retracer l'histoire de leur maison. Alors cette maison, en plus d'être un clos masure, c'est-à-dire ces fermes typiques du pays de Caux entourées de talus plantés d'arbres, s'est avéré être aussi un ancien manoir seigneurial. Donc le manoir seigneurial, c'est la demeure du seigneur sur son fief, c'est surtout le lieu en fait où il exerce ses droits seigneuriaux, et notamment là où il rend la justice. J'en profite pour vous dire que, comme cette maison était seigneuriale, à chaque fois que j'étudie ce type de propriété, en fait je suis amené à établir l'histoire de la commune elle-même. Une association locale m'avait donc invité, à l'issue des recherches, à donner une conférence sur l'histoire de Varengeville, qui a été filmée et que vous pouvez donc retrouver en intégralité sur cette chaîne, et je vous invite donc à aller la visionner. Vous y retrouverez notamment une autre anecdote très amusante qui concerne un mariage entre cousins et l'histoire de l'oncle qui a tout fait pour empêcher ce mariage avec des arguments totalement fallacieux. C'est très amusant. En effet, lorsque j'étudie ainsi une propriété, je remonte dans le temps. Et pour cette propriété, par exemple, j'ai été amené à établir sur à peu près 200 ans cet arbre généalogique qui m'a permis donc de découvrir cette histoire de mariage entre cousins. Me voici donc arrivé en remontant dans le temps en 1625 avec un contrat de vente du fief et donc de cette maison en question entre 2 seigneurs. Et le seigneur qui était le vendeur, qui a pour nom Boquemard, on en reparlera tout à l'heure, déclare, comme c'est le cas dans un acte de vente, même encore aujourd'hui devant le notaire, déclare l'origine de propriété, et il explique que le fief de Varengeville, il l'avait précédemment acheté auprès d'une abbaye, l'abbaye de Saint-Pierre et Saint-Paul de Châtillon-les-Conches. Cette abbaye qui a été détruite aujourd'hui se trouvait sur la commune de Conches-en-Ouche, dans le sud du département de l'Eure. Comment se fait-il qu'une abbaye était donc propriétaire et seigneur à Varengeville, relativement donc éloigné de Conches-en-Ouche, et comment se fait-il surtout qu'elle ait vendu ce fief à un seigneur laïque? Eh bien en fait elle y a été forcée par le roi, et c'est ce qu'on va voir. Tout d'abord, il n'est pas du tout rare ni anormal qu'une abbaye possède un fief, qu'elle soit seigneur. En fait, une abbaye est considérée comme ce qu'on appellerait aujourd'hui une personne morale. Elle peut donc tout à fait être seigneur au même titre qu'un individu, et c'était souvent le cas d'ailleurs, puisque les fiefs, les seigneuries, en fait sont des terres qui rapportent, qui sont des sources de revenus. Et pour les abbayes c'est extrêmement important, puisque à part les donations qu'elles peuvent recevoir, il faut bien qu'elles vivent, qu'elles subviennent à leurs besoins. Ce sont des sources de revenus importantes, puisque lorsque vous êtes seigneur, vous avez des droits qui prennent notamment la forme d'impôts que vous pouvez percevoir sur votre population, sur tout un tas d'activités, de production agricole notamment. Alors comment se fait-il que l'abbaye de Conches ait ainsi possédé un fief aussi éloigné de son emplacement, puisqu'il y a tout de même 130 km entre ces deux lieux? Eh bien en fait, comme c'est souvent le cas, les seigneuries qui appartenaient aux abbayes étaient en fait issues de donations qui leur avaient été faites par des seigneurs. En l'occurrence, l'abbaye de Conches a été fondée par les seigneurs de Tony, qui est une autre commune de l'Eure, située juste en face du château Gaillard aux Andelys. Et à l'occasion de cette fondation de l'abbaye, au XIe siècle, le seigneur de Tony lui donne également le bénéfice de la dîme de sa paroisse de Varengeville, puisqu'il était lui-même seigneur d'un fief là-bas. La dîme étant l'impôt qui est dévolu à l'église, normalement l'église locale, mais lorsque le seigneur qui a le droit sur la paroisse le décide, eh bien il peut l'attribuer à
en l'occurrence une abbaye qu'il a fondée. Les seigneurs suivants, au fil des générations, vont augmenter les donations à l'abbaye de Conches faites par leurs ancêtres. C'est ainsi que Conches va devenir progressivement seigneur de Varengeville, en ayant de plus en plus de terres et de droits, puisque finalement elle va obtenir même le droit de justice sur les terres de Varengeville, qui sont des droits seigneuriaux réellement. Elle va même, à partir du XIIe siècle, commencer à acquérir par elle-même d'autres terres et d'autres fiefs autour pour augmenter son territoire. Alors, on peut quand même se poser la question, même le seigneur de Tony, pourquoi possédait-il ainsi des terres à Varengeville? Il ne faut pas oublier que les seigneurs normands sont quasiment tous devenus seigneurs aussi en Angleterre à partir de la conquête en 1066. Il était donc très intéressant pour ces familles de posséder aussi des fiefs sur le littoral pour avoir un pied-à-terre au moment d'embarquer. C'était d'autant plus intéressant pour la famille de Tony qu'elle va très rapidement s'opposer au duc de Normandie. Elle était donc assurée d'être chez elle au bord de la Manche. Nous voici donc arrivés au XVIe siècle, dans la première moitié du XVIe siècle, où l'abbaye de Conches est seigneur de tout Varengeville, en réalité de la moitié nord du territoire, puisque la moitié sud, elle, constitue le fief de Jean Angot, le célèbre armateur proche de François Ier. Vous voyez sur cette carte que toute la zone en bleu est ce qui appartient à l'abbaye de Conches à cette date-là, toute la moitié nord donc de Varengeville, mais aussi les communes limitrophes, et leur fief s'étend jusqu'à Dieppe même. Les petits fiefs colorés que vous voyez entre les territoires de l'abbaye et ceux de Jean Angot sont des fiefs vassaux de l'abbaye de Conches. Donc elle contrôle tout ce territoire. En ce milieu du XVIe siècle, l'abbaye de Conches est donc puissante, elle possède les droits sur tout ce territoire, et elle fait reconstruire la grange d'Imières de Varengeville, qui est ce grand bâtiment que vous voyez, qui témoigne donc de la richesse du terroir agricole de Varengeville, puisque la dîme est essentiellement constituée d'une partie en nature des récoltes du territoire. Cette grange d'Imières est aujourd'hui devenue une chapelle dans laquelle Georges Braque a installé de magnifiques vitraux. Il en a aussi installé dans l'église paroissiale que vous voyez ici. D'ailleurs, il est enterré dans le cimetière marin de Varengeville. Cette église est reconstruite elle aussi au milieu du XVIe siècle, à la fois par l'abbaye de Conches et par Jean Angot, en fait les deux grands seigneurs qui se partagent la paroisse à l'époque. L'abbaye de Conches, enfin, fait construire à cette date son manoir seigneurial. C'était la maison que j'étais chargé d'étudier en l'occurrence. Comment se fait-il donc qu'une abbaye si puissante qui fait construire son manoir et reconstruire l'église et la grange n'est plus propriétaire de tout ce fief 20 ans à peine plus tard? En fait, elle y a été obligée par le roi. Nous nous trouvons dans la décennie 1560, en pleine guerre de religion. Pour mémoire, dans la région, on a par exemple l'épisode de 1562 à Rouen, où les protestants ont organisé une importante révolte, chassant tous les responsables politiques de la ville, échevins comme parlementaires catholiques, pour installer une sorte de mini-république ou mini-commune avant l'heure, vite chassés, maîtrisés, et les responsables vite sévèrement punis dans les mois qui ont suivi. À l'échelle nationale aussi, les guerres de religion sont particulièrement sanglantes, bien sûr, et destructrices, notamment en ce qui concerne les statues figurées sur les églises catholiques qui sont alors détruites. Et donc ces guerres de religion coûtent particulièrement cher. Le roi de France, quant à lui, qui est sacré à Reims et qui est ainsi le représentant de Dieu sur terre, presque à l'égal du pape, est le roi très chrétien, mais il est surtout le roi catholique, en fait. Et donc, il va combattre, il va engager ses armées aux côtés de l'Église catholique pour vaincre ce qui est considéré comme une hérésie. Pour financer ces combats, il va contracter des emprunts auprès de grands bourgeois parisiens, de façon à disposer de liquidités immédiatement afin de payer les soldats notamment. Il va en réalité s'endetter, et s'endetter considérablement, puisque en 1561, la dette du royaume de France se monte à 43 700 000 livres, et pour comparaison, on a fait estimer la valeur
que représenterait le royaume lui-même s'il avait dû être vendu aux enchères, et cette valeur était de 50 millions de livres. Le roi a donc un besoin extrêmement urgent de liquidité, à nouveau, et une idée va alors germer dans sa tête et celle de ses conseillers. Cette idée, c'est que, finalement, cette guerre qu'il a menée, n'était-elle pas pour défendre l'Église catholique ? Alors on voit qu'il y a un basculement assez intéressant et pervers dans l'esprit des dirigeants du royaume, puisque le roi est sacré représentant de Dieu sur terre. Il a donc tout naturellement combattu pour défendre la foi catholique. Mais lorsqu'il a besoin d'argent, il se dit que ce qu'il a défendu, c'est l'Église catholique. C'est pas la même chose, d'autant que l'Église, qui est donc une institution, une organisation, elle lui apparaît particulièrement riche. Riche de nombreuses possessions, des fiefs notamment, qui sont des sources de revenus. Alors il se dit, eh bien pourquoi est-ce que l'Église ne contribuerait-elle pas financièrement à sa défense ? Bien entendu, Charles IX n'a pas du tout l'intention de spolier l'Église, ce serait très malvenu après l'avoir ainsi défendue. Et puis ce dont il a besoin surtout, c'est des liquidités. Donc il faut qu'il trouve un système qui va prendre la forme d'une taxe pour récupérer de l'argent, malheureusement, sur le dos de l'Église. Alors le système qui va être mis en place, que l'on appelle les aliénations du temporel de l'Église, est extrêmement compliqué. En fait, le roi va décider que l'Église, les établissements religieux, c'est-à-dire les diocèses, les abbayes, les paroisses, vont devoir vendre leur patrimoine, et lui va prélever une taxe. Alors, le patrimoine de l'Église, on pourrait dire, mais il ne peut pas être vendu. En fait, il faut distinguer le spirituel et le temporel. Tout ce qui est affecté directement au culte, comme les églises elles-mêmes, mais aussi tous les bâtiments conventuels par exemple, ou les presbytères dans les paroisses, comme les objets du culte, c'est-à-dire les vases sacrés ou les ornements, tout ça ne peut pas être vendu, c'est inaliénable puisque ça relève du spirituel, c'est affecté au culte. En revanche, tout le reste, comme dans le cas qui nous intéresse pour l'abbaye de Conches, le fief de Varengeville, tout cela relève du temporel de l'Église, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le culte, ce n'est qu'une source de revenus potentiels pour l'établissement qui le possède. Donc le roi va dire, l'Église a tout à fait le droit de vendre son temporel. Je vais donc l'obliger à vendre son temporel au meilleur prix, donc aux enchères. Et moi, je vais prélever une taxe sur ces ventes. Le problème, c'est que pour ne pas spolier l'Église malgré tout, le roi va mettre en place un système de rente de façon à dédommager le manque à gagner que représentent ces ventes, puisque bien sûr, l'Église va ainsi perdre le bénéfice de nombreux impôts. Donc le système est compliqué. Tout d'abord, une certaine somme à percevoir est fixée pour chaque diocèse. Si le produit des ventes ne rapporte pas cette somme, les diocèses vont devoir verser de leur propre caisse la différence au roi. Le roi doit donc obtenir absolument une somme par diocèse, ils font ce qu'ils peuvent pour la fournir. Ensuite, les ordres mendiants sont dispensés de cette vente obligatoire. Les vendeurs pourront par la suite racheter les biens vendus en vendant par exemple d'autres biens de moindre importance. C'est assez compliqué, c'est un casse-tête surtout pour l'Église, parce que pour le roi, le calcul est extrêmement intéressant. Cette vente, la première, parce qu'il va y en avoir d'autres, a lieu en 1563, et quand on fait les comptes, eh bien, le roi a remporté beaucoup plus d'argent que ce qu'il avait escompté, donc il a fait une très bonne affaire. Tellement bonne affaire qu'il va envisager de renouveler l'opération. Sauf qu'entre-temps, le pape s'est bien rendu compte que le roi était en train de spéculer sur le dos de l'Église. Il va donc exiger un contrôle des ventes. Le pape va donc ainsi exiger que dans chaque diocèse soient élus des commissaires députés pour organiser par eux-mêmes la vente, et donc notamment sélectionner les biens qui pourront être mis aux enchères. Et en particulier, le pape va aussi exiger que les biens qui devront être vendus ne sauront en aucun cas être les biens les plus importants financièrement dans le temporel de chaque établissement vendeur. Chaque vente à venir après cette date, et il y en aura encore 6 autres jusqu'en 1588,
sera donc autorisé à chaque fois par une bulle du pape spécifique. La troisième aliénation, qui a lieu en 1569, c'est d'ailleurs celle qui nous intéresse avec la vente du fief de Varengeville qui appartenait à Conches, a été retardée d'ailleurs parce que le pape craignait un accord du roi avec les protestants et il n'a donc pas donné tout de suite son accord à travers sa bulle. Les commissaires députés avaient préparé les ventes et elles étaient toutes prêtes à être conclues dès le 24 novembre 1568, mais le pape a attendu le 20 décembre pour donner sa bulle. Les ventes ont donc eu lieu l'année suivante, en 1569. On comprend donc pourquoi l'abbaye de Conches a vendu le fief de Varengeville. Le pape exigeant que les biens vendus ne devaient pas être les plus importants possédés par les établissements, ce fief, malgré sa richesse, était malgré tout éloigné et donc peut-être difficile à tenir pour l'abbaye. C'est donc lui qui sera vendu parmi tant d'autres. Tous les documents relatifs à ces différentes ventes sont conservés aux Archives nationales et à la Bibliothèque nationale de France. Ce sont des registres extrêmement bien tenus, classés diocèse par diocèse, où l'on trouve pour chaque établissement religieux l'objet vendu, à quelle date, à qui et pour quelle somme, et les contrats de vente aussi. C'est ainsi que donc en 1569, l'abbaye de Conches vend le fief de Varengeville-sur-Mer à un seigneur laïque qui s'appelle Jacques de Boquemard. Alors ce Jacques de Boquemard était particulièrement bien placé pour faire une affaire en procédant à cette acquisition. En effet, il est premier président du Parlement de Rouen. Il est représentant en fait du pouvoir royal, celui-là même à qui profitent les ventes. Il sera même, lors de l'aliénation de 1572, l'un des députés justement qui organiseront les ventes. De là à être juge et parti, il n'y a qu'un pas. Mais ce qui est le plus incroyable et une véritable ironie dans l'affaire, c'est que Boquemard est protestant. Bien entendu, l'abbaye de Conches va conserver ce qu'elle avait finalement reçu en tout premier lieu à Varengeville, à savoir le bénéfice de la dîme, puisque cet impôt-là, quant à lui, est affecté aux églises, donc au culte, il ne fait donc pas partie du temporel. Mais à cette date-là, toute la moitié nord de Varengeville devient donc la propriété de Jacques de Boquemard, qui est donc seigneur de Varengeville. Mais ce n'est pas tout, car en 1551, donc 18 ans auparavant, Jacques de Boquemard avait déjà racheté tout le fief de Jean Angot, toute la moitié sud de Varengeville, car en fait Jean Angot, qui avait beau être extrêmement riche, en fait il vivait à crédit. Et pour avoir voulu aider François Ier dans sa tentative de conquête de l'Angleterre, il a affrété à ses propres frais des bateaux, ce qui l'a finalement ruiné, et après la mort de François Ier, il perd son soutien politique, et son fief, après sa mort, est mis aux enchères par sa veuve. C'est donc Jacques de Boquemard, qui était le filleul d'Angot, pour avoir épousé sa petite fille, qui s'en était alors porté acquéreur. Comme Angot, de bourgeois et avocat qu'il était, il avait des prétentions à devenir seigneur, et il avait donc ainsi racheté la moitié de Varengeville. Mais encore lui manquait-il le véritable titre de seigneur, notamment avec le patronage sur l'église, et c'est désormais chose faite en 1569, lorsqu'il en profite pour racheter le fief à l'abbaye de Conches. Alors en quoi est-ce que ces aliénations du temporel de l'Église sont intéressantes pour les historiens ? Tout d'abord parce que lorsque vous étudiez un établissement religieux en particulier, une abbaye par exemple, il faut absolument aller vérifier si des biens ont été vendus à ces dates au titre des aliénations, puisque ça vous permet de bien comprendre les différences de revenus, par exemple, que connaît le temporel de l'abbaye en question à partir de cette date. C'est intéressant aussi pour étudier à quel point l'Église de France était riche, diocèse par diocèse, à cette époque-là. Et puis, c'est également intéressant sur le plan plus large, évidemment, de la politique intérieure, dans un contexte de guerre de religion. Enfin, c'est intéressant au cas par cas, comme ça a été le cas avec cette étude que j'ai menée, lorsqu'on a affaire à un patrimoine qui s'est trouvé vendu dans ce contexte. J'espère que cette histoire originale vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne en activant les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos, car il y aura de nouvelles anecdotes dans Histoire d'Histoire. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles aventures patrimoniales.